Le chauffage en Suisse, c'est vrai que c'est une évidence, un élément tellement essentiel à notre confort qu'on n'y pense presque plus. Surtout quand le froid s'installe, on tourne un bouton et hop, la chaleur arrive. Mais ce qui semble être un simple geste est en réalité le point final d'un vrai parcours du combattant réglementaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la vie cachée de nos chauffages, de leur naissance officielle avec certificat à l'appui, à leur vie quotidienne, ce qu'il leur faut pour bien respirer, jusqu'à leur bilan de santé qui sont obligatoires. Pour y voir plus clair, on a plongé dans un document qui met tout ça noir sur blanc. Et pour lancer la discussion, une petite info qui m'a surprise. Saviez-vous que même l'installation d'un simple radiateur électrique est un acte officiel qui doit être déclaré et certifié? C'est bien plus complexe qu'on l'imagine. Alors décortiquons ça ensemble. Absolument. Et cette complexité, elle n'est pas là pour rien. C'est une philosophie de la prévention, en fait. L'approche suisse repose sur une idée simple. La sécurité et l'efficacité, ça ne se décrète pas après un accident. Non, ça se construit bien avant la première mise en service. On peut voir ça en trois grandes étapes, si vous voulez, dans la vie d'une installation. D'abord, sa mise au monde, la conformité à l'installation. Ensuite, sa vie de tous les jours, les règles d'utilisation pour garantir la sécurité. Et enfin, ses visites médicales, l'entretien et le contrôle obligatoire. C'est un système complet où la protection des personnes et la performance énergétique sont totalement liées. Commençons par la naissance alors. Ce premier pilier. Le document est très clair là-dessus. Tout doit être en règle avant même que l'appareil ne chauffe pour la première fois. Il parle de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, l'OE. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui va installer une nouvelle chaudière ou même un poêle à bois? Concrètement, l'EE, on peut dire que c'est ce qui définit le droit d'exister d'un appareil de chauffage sur le marché suisse. Aucun appareil, que ce soit une chaudière, une pompe à chaleur ou un poêle, ne peut être vendu et installé s'il ne répond pas à des critères d'efficacité très stricts. Pour le propriétaire, ça se traduit par trois exigences très claires. La première, l'appareil doit avoir une certification, une sorte de label qui prouve ses performances. D'accord, ça c'est pour la machine elle-même. Et pour son installation? C'est le deuxième point et il est fondamental. L'installation doit obligatoirement être faite par un professionnel qualifié. On ne s'improvise pas installateur. Et je vois déjà la question venir. Oui, même pour un simple radiateur électrique? La réponse est oui. Parce que même un radiateur, s'il est mal raccordé, peut créer une surcharge sur le réseau électrique de la maison et donc présenter un risque d'incendie. Je dois avouer que ça me surprend. On peut se demander si ce n'est pas un peu excessif. Pour quelqu'un qui est bon bricoleur, installer un poêle, est-ce que c'est vraiment si sorcier? N'est-ce pas aussi une manière de protéger le marché des installateurs? C'est une question légitime, mais la raison est avant tout sécuritaire. Un poêle mal installé, c'est un risque d'incendie ou d'intoxication. Une chaudière à gaz mal raccordée, c'est un risque d'explosion. La loi considère que le risque est en fait trop élevé pour être laissé à l'appréciation de chacun. Et c'est ce qui nous amène à la troisième exigence, qui est documentaire. À la fin des travaux, le propriétaire doit recevoir deux sésames. La déclaration de conformité, qui atteste que tout a été fait dans les règles de l'art, et le dossier technique de l'appareil. Donc, si je résume, on a un passeport pour l'appareil et un carnet de santé pour l'installation. Sans ces deux papiers, légalement, le chauffage n'existe pas. C'est exactement ça. C'est la garantie formelle que le système est légal, sûr et performant. Et c'est la base pour toute la vie future de l'installation. D'accord, donc sa naissance est officielle, les papiers sont en ordre, on a l'impression que le plus dur est fait, mais j'imagine que c'est une fois qu'on appuie sur le bouton on que les vrais risques du quotidien apparaissent, non? C'est là que la responsabilité de l'utilisateur entre en jeu. Et pour les systèmes qui brûlent un combustible, bois, gaz, fuel, la clé de la sécurité, c'est une bonne combustion. Ce concept est crucial car il protège à la fois la qualité de l'air dans la maison et l'environnement. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la loi ne demande pas seulement que les systèmes soient modernes, elle exige qu'ils soient conformes à l'état de la technique. Stop! Conforme à l'état de la technique, ça change tout. Ça veut dire que la loi n'est pas gravée dans le marbre, qu'un chauffage qui était parfaitement légal il y a 10 ans pourrait être considéré comme obsolète, voire non conforme aujourd'hui. C'est énorme comme implication. Précisément, c'est une clause évolutive. Elle garantit que la réglementation s'adapte en permanence aux nouvelles technologies et aux nouvelles connaissances en matière de sécurité et de pollution. Un système qui était la norme il y a 20 ans peut aujourd'hui être jugé trop polluant ou pas assez sûr au regard des standards actuels.
Cette exigence pousse l'ensemble du parc immobilier vers le haut en termes de performance et de sécurité. C'est très malin comme approche. Le document insiste aussi sur un point très pratique, ce qu'on a le droit de brûler et surtout ce qu'on n'a pas le droit de brûler. Ça semble du bon sens, mais c'est une interdiction formelle. Et c'est un point de sécurité capital. Il est formellement interdit de brûler des déchets, du bois peint ou verni, des emballages, du plastique, du carton traité. Ça me rappelle un peu les vieilles cheminées de famille où on jetait un peu tout et n'importe quoi, y compris les emballages de cadeaux à Noël. On ne réalisait pas à quel point c'était une mauvaise idée. Et pourquoi est-ce si grave? Au-delà de la pollution, quels sont les risques immédiats? Les risques sont doubles et très sérieux. Le premier est sanitaire. La combustion de ces matériaux libère un cocktail de substances chimiques hautement toxiques, dioxines, furanes, métaux lourds, qui se retrouvent dans l'air qu'on respire et se déposent dans le logement. Le second risque est mécanique. Ces matériaux produisent une suie grasse et collante qui encrasse très vite le conduit de cheminée. Cette couche de goudron est extrêmement inflammable et elle est la cause principale des feux de cheminée, qui peuvent détruire une maison. D'accord. Donc le choix du combustible est critique. Mais au-delà du feu, il y a l'autre grand danger, le risque invisible dont on entend malheureusement parler chaque hiver, le monoxyde de carbone. C'est la hantise de tout le monde, ce tueur silencieux. Absolument. Et la réglementation s'y attaque de front. Pour éviter ce risque, la loi impose une double barrière de sécurité. D'abord, une ventilation suffisante de la pièce où se trouve l'appareil. Un feu a besoin d'oxygène pour bien brûler. S'il n'y en a pas assez, la combustion est incomplète et produit du monoxyde de carbone, le fameux CO. Ensuite, et c'est le point le plus important, l'évacuation des fumées. Elle doit être parfaite. Attendez, je vais être sûre de bien comprendre. On parle d'un simple conduit d'évacuation. Comment est-ce qu'un tube peut être la seule chose qui nous sépare d'une intoxication mortelle? Le lien n'est pas si évident. Le lien est direct et vital. Le conduit doit respecter une norme suisse très précise, la SNEN 1443. Il faut voir cette norme comme le code de la route pour la fumée. Elle dicte absolument tout. Le diamètre du conduit, son isolation, sa hauteur par rapport au toit, sa résistance au feu et à la corrosion. L'objectif est de garantir que les gaz de combustion n'aient qu'une seule issue possible, le ciel. Et jamais, au grand jamais, le salon. Un conduit mal conçu ou mal entretenu peut provoquer un refoulement des fumées à l'intérieur. Et comme le CO est inodore et incolore, le drame arrive sans prévenir. Le code de la route pour la fumée, j'aime bien l'image, c'est très clair. Et c'est pour ça que la source recommande si fortement d'installer un détecteur de CO en plus du détecteur de fumée classique. C'est une recommandation essentielle, oui. Un détecteur de fumée alertera en cas d'incendie, mais il est totalement inutile contre le monoxyde de carbone. Seul un détecteur de CO peut sauver la vie en cas de refoulement. C'est un petit investissement pour une sécurité immense. On a donc la naissance officielle du système et les règles pour sa vie de tous les jours. Il manque les bilans de santé obligatoires, j'imagine. La responsabilité du propriétaire ne s'arrête pas là. Non, elle est continue. C'est le troisième pilier. L'entretien et le contrôle. Même le meilleur système du monde s'use, se dérègle, s'encrasse. Pour parer à ça, la plupart des cantons imposent un contrôle périodique obligatoire pour les installations à combustion. Et ça consiste en quoi, ce bilan de santé? Ensuite, la maintenance de l'appareil lui-même. Nettoyage du brûleur, vérification des pièces d'usure, contrôle des sécurités. Et enfin, une mesure des émissions polluantes. On vérifie que la chaudière ne s'est pas transformée en un vieux diesel qui pollue et surconsomme. Et qui vérifie tout ça? Est-ce qu'on risque vraiment quelque chose si on oublie un contrôle? Le contrôle est généralement effectué par le rameneur officiel ou un chauffagiste agréé. Et oui, on risque quelque chose. Si un contrôle révèle un défaut ou des émissions trop élevées, le propriétaire reçoit une mise en demeure. Il a alors un délai pour effectuer les réparations. S'il ne le fait pas, les conséquences peuvent aller de l'amende à l'interdiction d'utiliser l'installation. On ne badine pas avec la sécurité. Je vois déjà le bricoleur du dimanche se dire pourquoi payer quelqu'un pour un simple nettoyage? Quels sont les vrais risques concrets si on essaye de le faire soi-même sur sa chaudière? Les risques sont multiples. Il y a le risque électrique, car une chaudière est pleine de composants sous tension. Il y a le risque lié à la pression de l'eau ou du gaz. Une mauvaise manipulation peut provoquer une fuite ou une inondation. Et surtout, il y a le risque lié à la combustion. Un mauvais réglage du brûleur peut entraîner une surconsommation, une usure prématurée et pire, une production accrue de monoxyde de carbone. C'est vraiment l'affaire de professionnels formés pour ça.
Toutes ces règles de conformité, de sécurité, d'entretien, on dirait qu'elles ne visent pas seulement la sécurité immédiate, mais qu'elles poussent aussi certains systèmes de chauffage un peu vieillots vers la retraite, non? C'est exactement ça. On touche au quatrième thème, le futur du chauffage. Ces règles techniques sont en parfaite adéquation avec la politique énergétique suisse. Le document est très clair là-dessus. On encourage activement l'abandon d'une technologie en particulier, le chauffage électrique à résistance. Ces vieux radiateurs grille-pain sont des gouffres énergétiques et sont progressivement interdits ou leur remplacement est fortement subventionné dans de nombreux cantons. Et quelles sont les alternatives poussées par cette politique? Les alternatives favorisées sont celles qui sont plus sobres en énergie et qui utilisent des sources renouvelables. Le document cite en premier lieu les pompes à chaleur, qui captent l'énergie gratuite de l'air, du sol ou de l'eau. Il mentionne aussi le chauffage central, souvent relié à des réseaux de chauffage à distance, alimentés par des usines d'incinération ou des chaufferies à bois. Et enfin, les systèmes à bois modernes, poêles à pellets, chaudières à bûches performantes, qui n'ont plus rien à voir avec les cheminées ouvertes de nos grands-parents en termes de rendement et de pollution. Donc la sécurité et l'efficacité énergétique sont vraiment les deux faces de la même médaille dans cette approche. Totalement. Si on prend un peu de recul, le message des autorités est limpide. Aujourd'hui, choisir un chauffage, que ce soit pour une nouvelle maison ou une rénovation, ce n'est plus juste une question de confort ou d'économie. C'est un acte qui engage la responsabilité légale, la sécurité de la famille à long terme et la contribution à l'effort collectif de réduction de la pollution. Alors, que retenir de toute cette exploration? Si on suit notre métaphore, on a vu que la naissance d'un chauffage est un acte officiel qui exige des professionnels et des certificats. Que sa vie quotidienne dépend de règles strictes pour qu'il respire correctement, sans nous empoisonner. Et enfin, que ses bilans de santé ne sont pas une option, mais une obligation pour s'assurer qu'il vieillit bien. C'est la synthèse parfaite. Mais au-delà de ces étapes, ce qu'on découvre, ce n'est pas juste une liste de règles. C'est une philosophie de la responsabilité en chaîne. De l'ingénieur qui conçoit l'appareil en usine, au professionnel qui l'installe, et jusqu'au propriétaire qui l'utilise et l'entretient, chaque maillon est légalement tenu de garantir la sécurité du suivant. C'est un système de confiance obligatoire conçu pour que rien ne soit laissé au hasard. On ne choisit pas juste une machine, on intègre un écosystème de sécurité pour les 15 ou 20 prochaines années. Cette idée de chaîne de responsabilité est très forte. Mais notre document mentionne que les contrôles et certaines règles spécifiques dépendent des cantons. Ça soulève une question pour la suite de la réflexion. On a une chaîne de responsabilité très claire, mais si les règles de cette chaîne, les fréquences de contrôle ou les normes d'émission changent quand on traverse la Sarine, est-ce que ça ne crée pas une faille potentielle dans le système? Un niveau de protection qui ne serait pas uniforme à travers le pays pour un enjeu aussi fondamental? Qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui déménage d'un canton à l'autre sans connaître ses spécificités locales? C'est une piste de réflexion sur l'harmonisation de notre sécurité au quotidien.